Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de réagir à la vidéo qui a été publiée sur la chaîne d'Olivier Berruyer qui s'appelle Élucide. Olivier Berruyer, dont je lisais les articles, je me souviens, il y a de longues années en arrière, sur son site à l'époque, je ne sais plus s'il existe toujours, et il y a quelques semaines, publié une vidéo qui parle d'immobilier et notamment du combat propriétaire versus locataire. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Sujet que j'ai amplement traité à ma manière, évidemment pas de manière aussi détaillée. Cette vidéo est l'occasion pour moi de préciser des points qui, je pense, n'ont pas été abordés correctement ou n'ont pas été abordés du tout dans sa vidéo, bien que très documentée. Et c'est dommage parce que dans le but de savoir si vous devez acheter ou louer, eh bien c'est important d'avoir ces informations-là. Alors je le précise en intro encore une fois, j'apprécie son travail, donc le but c'est évidemment pas du tout de faire un clash. J'apprécie la qualité de ses analyses et ses vidéos sont extrêmement bien, bien qu'il y a quelques petits détails qui sont parfois un petit peu agaçants et donc je préférais le lire. Sortir, étrange, propagande, forte, 2007, subprime, proche, tendance, réagir. Et vous avez été très nombreux à nous demander de vous expliquer pourquoi et quand il est plus rentable de louer que d'acheter. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que sur cette question, les gros médias se payent nos têtes à un niveau parfois stupéfiant. Alors là où il a raison, c'est qu'effectivement, et je le signalais sur mon blog, vous pouvez aller voir par exemple un article « Immobilier 2008, faut-il acheter ou louer ?» où je parlais déjà de la réaction de la presse, parce que effectivement, pour la presse, et c'est ce qu'il va démontrer après, c'est toujours le bon moment. Alors ça semble un peu étrange de se demander s'il vaut mieux acheter ou louer. C'est qu'en fait, il y a une idée reçue dans nos têtes qui consiste à ce que dans tous les cas, ce serait plus rentable d'acheter. Or, il y a plein de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas et il est plus rentable de louer, comme on va le voir plus loin dans la vidéo. Alors ici, évidemment, sa vidéo ne concerne que l'achat de résidence principale. On ne parle pas d'investissement. Et il y a un élément qui, à ma connaissance, n'a pas été cité dans la vidéo. On verra si je me trompe. Mais c'est que quand on achète sa résidence principale, en fait, on achète l'accès à la propriété. Et ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous êtes sur le marché, une fois que vous avez versé votre sang pour être propriétaire, eh bien, que le marché monte ou que le marché baisse, au final, ça ne change pas grand-chose parce que si vous devez rester propriétaire, même si vous déménagez, eh bien, le marché évoluera là aussi où vous achèterez. Donc si, admettons, l'immobilier monte, vous revendez, vous pensez avoir fait un gain, mais l'immobilier a probablement monté là où vous allez racheter, donc ce gain n'est que virtuel. A contrario, c'est pareil, si l'immobilier baisse après que vous ayez acheté, eh bien, vous allez racheter ailleurs et l'immobilier aura baissé. On peut donc se demander, mais pourquoi il y a cette idée reçue dans nos têtes? En fait, il y a une propagande extrêmement forte, extrêmement fréquente des gros médias qui vise à nous dire que il faut déjà devenir propriétaire et qu'en plus ça tombe bien, c'est le bon moment, sortez vite le carnet de chèques, il faut investir. Alors pour illustrer notre propos et montrer qu'il y a bien une propagande, on a décidé de s'intéresser à un seul média sur une très longue période. Donc on a pris le plus gros de l'époque, Le Parisien, et on s'est intéressé à sa présentation de la problématique immobilière. Pour la presse, c'est toujours le moment d'acheter. Il faut comprendre que l'immobilier pour la presse, c'est le marronnier par excellence, avec toujours les mêmes articles qui sortent toujours à la même période de l'année et avec le narratif de fond qui est « c'est toujours le moment d'acheter ». Pourquoi? Parce que en fait, au final, malgré les chiffres et la démonstration qu'il va faire brillamment, dans laquelle il peut montrer que dans certains cas, vous seriez perdant si vous achetiez, en fait, sur le long terme, il y a même peu de chances de se tromper et il y a un élément fondamental qu'il n'a pas cité jusque-là, c'est que pour la majorité de la population, acheter sa résidence principale, c'est une manière de faire de l'épargne forcée, c'est le seul patrimoine qu'ont la majorité des gens et donc dans ce cas-là, ce n'est pas une mauvaise chose de vous inciter à acheter votre résidence principale. La ficelle est un peu grosse et finalement le journaliste se dit qu'il faut peut-être ne pas se limiter à interroger uniquement des professionnels de l'immobilier qui ne vivent que des transactions immobilières et diversifier les avis, ce qui est plutôt bien. Bon, il aurait pu interroger un économiste spécialisé de l'immobilier, j'en connais bien et ça fait très longtemps qu'ils expliquent qu'il y a une bulle et que c'est très dangereux d'acheter. Alors sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui parce que oui, vous avez le fameux Frigide par exemple qui bulle ses courbes et je l'ai expliqué à plusieurs reprises. À cause de lui, j'ai perdu 5 ans d'investissement puisque je lisais déjà
ce qu'il écrivait en 2005, où dans ses courbes, il montrait que les revenus des ménages étaient décorrélés des prix de l'immobilier, déjà en 2005. Et lisant ça, j'étais dans un groupe où on parlait de ça beaucoup, mathématiquement, si on était assis dans un bureau confortable et qu'on regardait les chiffres, on pouvait se dire, évidemment, c'est décorrélé, on est en bulle, quels sont les signes d'une bulle, on y est, et donc il faut attendre. Et j'ai attendu jusqu'en 2011 avant d'investir, donc j'ai perdu quasiment 6 ans grâce à ce fameux économiste. Le problème, c'est que les économistes vivent dans des bureaux et ne peuvent pas, malgré leur diplôme, la qualité de leur verbage et la qualité de leurs analyses, ils ne peuvent pas prévoir l'avenir. Et ils n'ont pas pu prévoir ce qui s'est passé en 2008 et ce qui s'est passé avec notamment le quantitative easing. Quelques mois après, c'est évidemment toujours le bon moment pour acheter. C'est d'ailleurs un meilleuragent.com qui vous le dit. Donc, c'est quand même des gens qui ne sont pas intéressés, qui vous donnent vraiment des bons conseils. Été 2015, je vous le donne en 1000, c'est le moment d'acheter, toujours suivant meilleuragent.com, qui d'ailleurs vous précise que n'hésitez pas, vous aurez sans doute une plus-value dans 10 à 15 ans. Alors là, il va dérouler, d'ailleurs ça prend un petit peu de temps dans sa vidéo, alors que je pense que le clou a été planté, il a enfoncé, surenfoncé et traversé la planche. Mais pendant de longues minutes, il va montrer que dans la presse, c'est toujours le moment d'acheter. On a compris le message. Le problème, c'est qu'il montre ça sur 20 ans. Alors vous avez compris que si vous aviez acheté en 2000, en dépit de ce que disait la presse, vous comprenez bien qu'en 2020, peu importe les prix de l'immobilier, votre bien, puisque la plupart des prêts sont sur 20 ans, votre bien, il aurait été remboursé. Donc vous en foutez de savoir si la presse avait raison, si la presse manipule l'audience, fait de la propagande en faisant des faux sondages, en interrogeant des gens qui connaissent rien. On le sait tout ça. Mais le truc, c'est que l'attentisme, encore une fois, et c'est pas pour vous inciter à investir dans l'immobilier, moi ce que vous faites, ça vous appartient, c'est votre décision, mais l'attentisme n'a jamais été une bonne solution. Ce qui compte, c'est de prendre une décision éclairé, donc de savoir à quel risque on s'expose plutôt que de savoir si on a raison. On peut essayer de mieux comprendre un peu leur philosophie avec un autre exemple assez édifiant, des articles qu'ils peuvent publier, non pas cette fois sur l'opportunité d'acheter, mais sur la méthodologie pour acheter. Et là, vous avez un article dont le titre est « Il ne faut pas trop hésiter quand un appartement vous plaît ». Ce qui est assez sidérant parce que si on n'hésite pas pour acheter un appartement, je ne sais pas pourquoi on hésite. Alors là, il faut remettre les choses dans son contexte. Là, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que l'exemple qu'il prend, c'est un appartement à Bastille, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Le problème, c'est que c'est en 2016, on est sur un marché qui monte assez fortement. Et sur les marchés tendus, vous ne négociez pas en fait. Sur les marchés tendus, c'est les vendeurs qui ont la main. Donc si vous voulez avoir le bien, investissement ou résidence principale d'ailleurs, il faut acheter au prix la plupart du temps et les investisseurs le savent, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous de voir une annonce qui nous plaît, d'appeler, de visiter le jour même mais juste en fin de journée et d'apprendre que le bien a déjà été vendu plus tôt dans la journée. Donc ça pour moi ça témoigne plus d'une méconnaissance de l'immobilier, de son côté pratique. Je ne mettrai pas ça sur le compte de la malhonnêteté intellectuelle le concernant, mais ça témoigne d'une méconnaissance. 2016, Paris, un bien vous plaît, il faut acheter, il ne faut pas hésiter et le Parisien a raison pour le coup. Bon alors on rigole, c'est sûr, c'est assez édifiant, mais vous allez peut-être me dire, oui, mais enfin finalement, ça fait 20 ans qu'ils disent que c'est le moment d'acheter, mais ça fait 20 ans que les prix montent, et donc chaque année, après tout, c'était plutôt un bon moment pour acheter. Alors certes, c'est pas faux, mais il faut voir aussi que ça n'a fait que monter parce que la propagande a alimenté la propagande. Alors là, je ne suis pas d'accord avec lui, ce qui fait monter les prix, c'est pas la propagande. Ce qui fait monter les prix, c'est les conditions d'accès au crédit, notamment, qui étaient exceptionnelles, comme je l'ai dit pendant très longtemps, avec des taux très bas, et on va avoir une démonstration chiffrée après, ce qui est en train de changer. Donc ce qui va forcément avoir une pression sur les prix. Alors je vous le dis aussi parce que moi, comme je parle d'investissement immobilier par ailleurs, on me taxe souvent de ne pas être objectif. Moi, si les prix baissent, tant mieux, je rachèterai des investissements immobiliers à des prix plus bas, je ne serai que plus content. Je ne tiens pas dans ma stratégie d'enrichissement et de liberté financière, elle ne dépend pas des prix de l'immobilier et de la valeur de mon patrimoine. Ça, c'est important de le comprendre. Ça dépend surtout de ce que produit le patrimoine. Et il y a une forte déconnexion entre la valeur et les rendements produits par le patrimoine. Donc
Je ne suis pas en train du tout de défendre le fait que les prix immobiliers vont continuer à monter. Je ne le pense pas. Et ce n'est pas grave en plus. C'est ça le truc. Il faut bien comprendre que ce n'est pas grave, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va fluidifier à nouveau les choses et le marché s'adapte tout le temps aux conditions de financement. C'est le facteur principal qui influence les prix de l'immobilier. Ce n'est pas la propagande du Parisien. Je ne sais pas qui lit encore le Parisien par ailleurs ou la presse écrite. Si on en croit le niveau des subventions qu'ils reçoivent, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent encore ce genre de papier. La baisse des taux a soutenu cette forte hausse. Alors voilà, là il a tout à fait raison, hein, c'est le financement et ce n'est pas la propagande qui influence les prix de l'immobilier. Les financements étant en train le taux de financement étant en train de remonter, les taux d'intérêt, eh bien on s'attend, au moment où je fais cette vidéo, on estime que ça réduit le pouvoir d'achat d'environ 15%. Donc il serait logique que les prix de l'immobilier perdent environ 15%. La réalité pour l'instant elle n'est pas là du tout et on va voir un petit peu quelques nuances juste après. On nous explique comment Christelle, institutrice, est devenue propriétaire de 23 logements. Et en plus, on voit que la loi est drôlement bien faite parce que quand vous êtes propriétaire de 23 logements que vous louez et que vous êtes en train de rembourser, eh bien vous ne payez même plus d'impôt sur le revenu. C'est quand même magique. Alors oui, c'est magique, il a raison là-dessus. Il prend un petit ton un peu ironique qui pour certainement laisser transparaître que ça ne lui plaît pas et qu'il n'est pas d'accord. Mais c'est le principe que j'ai utilisé, que beaucoup de personnes ont utilisé. Alors pas forcément en annulant notre impôt sur le revenu, mais ça reste possible. Mais évidemment, ça a été le principe de profiter des taux bas, des facilités d'octroi de financement pour se créer un patrimoine immobilier. Et profiter de toutes les conditions proposées par l'État, notamment sur les réductions d'impôts ou sur tout simplement tout ce qu'on pouvait passer en charge ou amortir pour annuler notre impôt. Je vous le rappelle que sur la location meublée non professionnelle de LMNP, aujourd'hui encore, vous pouvez acheter un bien et ne pas payer d'impôts pendant 9, 10 ans ou plus parce que vous avez fait des travaux. Alors, ça dépend des travaux que vous avez fait, ça dépend évidemment de plein de choses. Mais c'est prévu par l'État. En fait, en faisant ça, je pense qu'Olivier Berruyer doit le savoir, l'État délègue au privé le fait d'entretenir et de rénover le parc immobilier, hein, tout simplement. Donc il vous fait un cadeau, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que vous allez vous occuper de faire ce qu'il ne fait pas ou veut pas faire, et ce qu'il ne devrait d'ailleurs pas forcément faire. Donc c'est pour cela, et il y a des gens qui exploitent cela à fond, hein, et je pense évidemment qu'ils ont raison. J'en profite pour vous rappeler un fait qui n'est pas très connu. La moitié des logements en location en France sont détenus par 4% des ménages, dont fait évidemment partie Christelle désormais. Alors voilà, là c'est clair, ça c'est un chiffre dont je vais parler, nous sommes une très petite minorité à avoir plus de 1 logement et plus de 5 logements. Vous voyez ici, 4% des ménages ont plus de 5 logements. Et donc, 4% des ménages détiennent 50% des logements en location. Donc, il y a un petit groupe de personnes, 4% des ménages, qui détiennent la majorité des logements. Et quand vous passez au-delà de 5, 10 logements, 15 logements, évidemment, cela se réduit. Et donc, c'est pour cela qu'il y a vraiment cette délégation de la gestion du parc privé de logements aux propriétaires. Donc on a vraiment l'impression que l'idée, c'est de dire derrière, ça va pas, t'es au chômage, t'es en difficulté, tu gagnes pas bien ta vie, t'as des problèmes, et quand même, bouge-toi, vieux, va acheter 23 logements, va demander le banquier, je pense qu'il va pas de problème à te filer plusieurs millions d'euros pour ça, et enfin, tu vas atteindre un vrai niveau capitaliste. Voilà, donc là, je trouve c'est dommage, ça dessert son message d'avoir des petites piques contre le capitalisme, parce qu'il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui arrivent à s'enrichir, à s'en sortir, et que donc ça serait mal. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors après, il n'y a pas forcément toujours les bons messages qui sont passés autour de l'investissement immobilier, évidemment, mais ça reste du travail avant tout, et ça reste une vraie compétence. Et en faisant ce genre de discours, moi, ma supposition, c'est que Olivier lui-même n'est pas investisseur immobilier. Je ne sais même pas s'il a sa résidence principale. C'est des choses, je pense, c'est bien qu'il le précise parce que évidemment ça teinte un peu le discours. Mais voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que ça dessert son message, ce genre de petite pique.
En France, ça fait 20-25 ans que les prix ne font que monter, avec quelques petites baisses très vite compensées. Mais tout ceci n'est absolument pas prédictif de ce qui va se passer dans l'avenir. Et au contraire, ça a tellement monté qu'on se dit que ça risque de baisser assez fortement. Bon, après, je ne vois pas l'avenir, je n'en sais rien, peut-être que ça montera encore un tout petit peu. Je veux juste vous alerter en disant non, c'est pas certain que ça puisse monter. Alors évidemment, là il a raison, on est en 2023, les taux remontent, les prix ne vont probablement pas monter, en tout cas plus du tout de manière généralisée comme c'était avant. Il y a des endroits où ça a commencé à baisser et on va avoir ce qui traditionnellement dans l'immobilier, un retour à la qualité, c'est-à-dire que les endroits qui ont monté et qui n'étaient pas forcément les meilleurs endroits avec les meilleurs emplacements, eux vont souffrir en premier et les endroits de qualité, les plus belles adresses, les plus beaux immeubles, etc., eux vont mieux se maintenir, voire ne pas baisser selon les villes, selon les cas. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas tabler sur une hausse des prix de l'immobilier généralisée. Ça, c'est clair, c'est totalement irréaliste. Alors, il m'a semblé intéressant justement de vous montrer un graphique avec des évolutions survenues dans d'autres pays pour montrer qu'il n'y a pas toujours des cas où les prix montent et puis bon, ça fluctue. Ces prix qui ont monté, ils peuvent tout à fait baisser fortement. Alors, c'est survenu aux États-Unis. Alors là, c'est pareil, il y a un point qui n'est pas évoqué dans sa vidéo et ça, c'est limite de l'analyse depuis son bureau, depuis sa chaise confortable, c'est qu'on compare avec États-Unis, Chypre, alors pays européens ou pays occidentaux. Le problème, c'est que ce sont des marchés qui sont très différents. La grande différence entre ces pays-là et la France notamment, c'est qu'en France, la norme, c'est le taux fixe. Et ça change tout, en fait, ça change tout par rapport à la stabilité du marché immobilier. Aux États-Unis, le taux variable est plutôt la norme, et c'est le cas dans d'autres pays européens. La France, je vous l'ai dit à maintes reprises, fait figure d'exception dans la qualité des conditions de financement, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'alertent parce que les taux sont à 3%, c'est risible, à 3% à taux fixe, ce qui fait que ça apporte une grande stabilité au marché. Parce que vous comprenez bien que quelqu'un qui a acheté son bien en 2015, 2020, 2022, à taux fixe à 3%, même sur 20 ans ou 25 ans, va se moquer un petit peu de l'évolution par la suite du marché immobilier. Il est propriétaire de son bien, puisqu'on reste sur de la résidence principale, il est propriétaire de son bien, que les taux remontent ou que les taux baissent, ne changera pas, lui, sa charge de remboursement. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, ou au Portugal, où quand vous avez un emprunt à taux variable, eh bien, quand les taux remontent, votre charge de remboursement augmente, ce qui fait que ça déstabilise beaucoup de personnes qui n'ont pas les reins assez solides pour faire face aux hausses de remboursement, et ce qui les force à vendre, ce qui les met en faillite, et ce qui du coup entraîne une baisse des prix plus prononcée, puisqu'il y a de plus en plus de biens qui se retrouvent sur le marché quand les taux augmentent. Ce n'est pas le cas en France. La difficulté, c'est que quand vous achetez le bien, vous ne le gardez pas forcément 20 ans. En 2006, les gens qui ont acheté un appartement l'ont gardé en moyenne à peine 6 ans. Alors là, il a raison aussi, ce sont des stats officielles. La durée de détention, c'est entre 7 et 10 ans, grosso modo. Le truc qu'il omet dans ce cas-là, c'est toujours pareil, c'est que les gens bougent, mais quand les gens bougent, ils revendent et ils rachètent autre chose. La seule différence, évidemment, et ça, on va en parler juste après, c'est que ce qui bloque le marché immobilier en France, c'est le montant des transactions. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu, c'est d'avoir le temps d'amortir tous les frais fixes lors d'une transaction. Il y en a deux principaux, les frais de notaire et les frais d'agent immobilier. Donc les frais de notaire, vous ne pouvez rien y faire, mais les frais d'agent immobilier, évidemment, quand vous retrouvez, vous achetez un appartement, vous vous retrouvez à payer 30, 40, 50 000 euros de frais, vous comprenez bien que même en 6 ans, en 7 ans, vous n'avez pas forcément amorti ces frais-là et c'est là où tout se joue. Mais passons au deuxième point. Donc le deuxième point, c'est une différence de coût entre l'achat et la location qui, elle, est certaine, elle est connue d'avance. Et donc si d'un côté, tout le monde se dit, évidemment, quand j'arrête d'être locataire... Alors là, il dit que la différence de coût est connue d'avance. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des éléments que l'on connaît quand on est propriétaire ou versus locataire, notamment la taxe foncière, qui est une différence de coût. Mais en fait, quand on est locataire, on ne maîtrise pas non plus entièrement son loyer, puisqu'il existe des cas où soit votre propriétaire va augmenter le loyer chaque année comme prévu dans le contrat de location si c'est prévu, soit il peut dans certains cas récupérer son appartement. Ces cas sont rares et encadrés, mais ça existe.
Et en fait, ce qui motive beaucoup de gens à acheter leur résidence principale, ça va être deux choses. C'est pas, en fait, les gens ne sont pas obnubilés par les prix en tant que tels, bien que cela compte, mais ça va être de trouver un bien adapté à ce que l'on veut. Par exemple, vous voulez louer une maison dans une petite ville, il y a plein d'endroits où c'est mission impossible. En fait, vous pouvez l'acheter, mais il n'y en a pas à la location. Et la deuxième, c'est d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Parce que vous installez votre famille à un endroit donné, si le propriétaire récupère le bien immobilier à l'issue de la période de renouvellement du contrat de location, ce qu'il peut faire dans certains cas, vous devez aller vous reloger ailleurs aux conditions de marché actuelles et dont les loyers peuvent avoir fortement augmenté dans certains cas. Regardons sur un graphique pour un peu mieux comprendre. On vous propose ici une visualisation de ce qui se passe pour rembourser un crédit de 250 000 € sur 25 ans. Alors là, ce que je trouve magnifique avec ce graphique, donc ici, on compare la part d'intérêt dans une mensualité de remboursement immobilier. Ici, ce que je trouve magnifique, c'est que moi, ce que j'en conclus quand je vois ça, c'est que je me dis, c'est le moment d'acheter. Je me dis, aujourd'hui, on a des taux à 3%. Si ça remonte à 6%, il vaut mieux que je me précipite pour acheter maintenant et ne pas attendre que ça remonte à 6% parce que ça va faire monter la part d'intérêt que je verse à la banque dans le coût total de mon crédit, quoi, tout bêtement. Évidemment, c'est un peu ironique ce que je dis là, mais vous comprenez l'idée, plus vous achetez à un taux bas, mais ça, bon, c'est un petit peu une évidence quand même. Hein. Il y a une différence au niveau de la rentabilité locative qui fait qu'il faudra peut-être emprunter de l'argent et rembourser 1000, 1200 € par mois. Donc il y a une différence entre ce que vous payez en termes de locataire, ce que vous payez en termes de propriétaire pour acheter ce logement. Là, je trouve qu'il manque un point principal et c'est toujours un peu la limite des analyses faites d'un point de vue économique seulement. Il manque le point de vue humain et il se passe une chose et qui est pour moi peut-être aussi importante que tous les autres arguments en termes de dépenses, c'est que quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous allez investir plus d'argent dans votre logement. Vous allez mieux le meubler, vous allez faire des travaux que vous n'aviez pas forcément prévus, vous allez faire des travaux que vous ne feriez pas si vous étiez locataire de ce même bien. Et ça, c'est la plus grosse des dépenses en réalité. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'ils ne le mentionnent pas parce qu'en fait, du coup, tout l'argumentaire derrière avec le calculateur est totalement faussé par ce paramètre-là, qui est évidemment difficile à appréhender, mais qui est pour moi un facteur qui a une très grande influence dans le calcul achat versus location. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que l'achat versus location dépend énormément de là où vous vous trouvez. L'immobilier, c'est avant tout une affaire locale. Donc, si vous êtes dans une grande ville, il est probable que la location soit préférable de manière générale, mais si vous êtes dans une ville à taille moyenne ou une petite ville ou à la campagne, dans ces cas-là, généralement, l'achat va être une meilleure solution à long terme de par les prix et de par l'offre disponible que j'évoquais tout à l'heure. Mais commençons par la première fonctionnalité qui permet le mieux de répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer un même logement? Pour ça, on va prendre quelques exemples réels qu'on a trouvés sur des sites immobiliers. Et le premier, c'est un exemple d'un studio à Strasbourg d'à peu près 23 mètres carrés. Donc on a regardé dans la même rue, vous en avez un qui est en vente à 131 000 € et un qui est en location à 519 €, charges comprises. Alors ici, il prend l'exemple d'un studio pour essayer de comparer achat versus location. À Strasbourg. Le problème ici qui est très simple, c'est que le prix affiché de vente n'est pas toujours le prix auquel se signe la transaction. Si on n'est pas sur un marché tendu, si on a un studio qui se négocie, on va pouvoir avoir un prix inférieur à cela et donc ça va influencer un peu le résultat. Donc dans cette option, on rentre en effet le montant du loyer, les charges locatives et concernant l'achat, le prix du logement à l'achat, l'apport personnel éventuel. Il faut indiquer les caractéristiques du crédit immobilier pour toutes nos simulations. Autre précision, les charges locatives, je ne sais pas s'il a eu le chiffre réel, mais il peut y avoir de très grosses différences d'une copropriété à l'autre. Ça peut être du simple au triple selon comment est organisée et gérée la copropriété, sa taille, etc. Sachant que dans les copropriétés, il n'y a pas d'économie d'échelle, c'est même l'inverse.
plus elle est grosse, plus il y a de frais qui s'ajoutent pour pas grand-chose. On considérera qu'on a un crédit de 25 ans au taux de 3,5% avec une assurance de 0,25%. Une fois toutes ces informations rentrées, eh bien, il suffit d'aller en bas de la page et on voit apparaître un graphique qui résume la situation. Pour cet exemple, on constate qu'il faut attendre 15 ans pour qu'il soit plus rentable d'acheter que de louer. Cela signifie que si on achète un appartement et qu'on le revend au bout de 3 ans, 5 ans, 8 ans, eh bien en fait, on a perdu de l'argent par rapport à la situation. Alors dans le premier exemple, on voit qu'il faut attendre 15 ans. Alors c'est essentiellement expliqué par les frais de transaction, frais de notaire et frais d'agence s'il y en a. C'est ça qui va vraiment faire une grosse différence. Alors vous voyez ici qu'une première chose pour réduire ce temps-là, c'est tout simplement d'essayer d'acheter sans passer par un agent immobilier et évidemment d'acheter à un très bon prix. Mais c'est évident. Donc si vous réduisez les frais d'achat, vous allez fortement pouvoir bouger votre seuil de rentabilité dans le temps. Alors pour conclure, ici, effectivement, il y a de très bons arguments dans sa vidéo, vous l'avez vu. Une approche très économique et chiffrée de la chose, ce qui n'est pas non plus totalement incohérent avec un achat immobilier, mais il manque pas mal de facteurs que j'ai égrenés au fil de mon analyse. Il manque aussi le fait qu'il y a une question de pouvoir d'achat, que évidemment quand vous êtes cadre parisien, vous avez la possibilité, vous avez accès à une offre de logement plus large. Quand vous êtes deux ouvriers avec des salaires tout à fait classiques, vous vous sentez beaucoup plus en insécurité, votre dossier va moins passer auprès de moins de propriétaires et donc vous allez vous garantir un logement en l'achetant, bien entendu. Donc il y a pas mal de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur de la mobilité professionnelle qui, là encore, plus vous avez des professions qualifiées, plus vous allez être mobile et donc plus vous aurez intérêt à louer plutôt qu'acheter. Et il y a l'élément fondamental de la sécurité. Le logement, avoir un toit sur la tête, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et donc, le fait d'avoir votre propre logement qui vous appartienne et que personne ne puisse vous donner congé est un élément qui compte beaucoup dans la décision d'achat et qui du coup est difficile à quantifier financièrement. Enfin, le dernier élément que j'ai évoqué au cours de la vidéo, c'est vraiment l'épargne forcée que cela constitue. La plupart des gens n'ont pas une intelligence financière très développée et donc ne savent pas forcément gérer leurs finances, investir, etc. Et donc le fait de payer leur propre logement, même s'ils le payent un peu trop cher, au final, ça crée une épargne forcée. Ça leur donne un actif qu'ils pourront revendre le jour où ils seront à la retraite s'ils ont besoin de capitaux pour d'autres projets. Alors que s'ils restent locataires, bien que cela leur coûte au final peut-être moins cher sur la durée dans certains cas, ils n'auront pas d'actifs à revendre à la fin. Et c'est ça, je pense, qui est dans l'inconscient collectif, le fameux adage « louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres », avec lequel, je le répète encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord, surtout quand on est investisseur. Nous n'avons pas intérêt à acheter notre résidence principale au début, puisqu'il vaut mieux avoir une capacité d'endettement maximum pour emprunter et donc être locataire. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il a tort dans le message de fond, mais simplement il y a pas mal de petits paramètres qu'il faut prendre en compte pour créer une analyse qui, selon moi, soit plus réaliste, plus approfondie et ce qui explique en réalité ce qui se passe sur le marché. On observe des faits, c'est-à-dire que la plupart des gens veulent devenir propriétaires et il y a bien une raison pour cela. Et voilà, ce n'est pour moi pas que la propagande, c'est un besoin humain fondamental qui nous pousse parfois à prendre des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes financièrement, mais au moins ça crée cette épargne forcée. En tout cas, voilà, vous connaissez mon point de vue. J'ai trouvé très intéressant ce travail et de pouvoir apporter des éléments complémentaires. J'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte aussi un niveau de compréhension supplémentaire. Portez-vous bien, bon investissement à tous et à bientôt.